Alors, je pense que c'est important de demander à la personne et non sur les aspects physiques d'une personne. Surtout, il y a des différences génétiques entre les hommes et les femmes. C'est un peu la science, c'est un peu indéniable. Qu'est-ce qui définit un homme? Il y a quand même, il y a des stéréotypes, puis il y a des tendances, des traditions, surtout liées à la définition d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de ça, plus profondément, on va dire? Je sais pas du tout. Voilà, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas de grande différence, à part la différence la plus binaire, voilà, qui va être peut-être une différence sexuelle, mais... Je veux pas vraiment me baser sur les stéréotypes, mais je pense qu'on se base beaucoup sur ça. Les aspects physiques d'une personne, alors les cheveux courts, des fois on pense que c'est un garçon, ou les cheveux longs, c'est une fille. Personnellement, j'aime pas. Les organes sexuels, les hormones, c'est tout ce qui est physiologique, c'est un peu tout ce qui se passe dans notre corps et qui définit qui est un homme ou qui est une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui a une voix aiguë et pas grave. Puis les cheveux, ils changent aussi. Les femmes, moi, je dirais qu'ils ont des plus longs cheveux que les hommes. Mais c'est vrai qu'on va avoir un peu des a priori et se dire, voilà, si on voit quelqu'un, un individu avec des cheveux longs, maquillé, on va se dire, bon, c'est sûrement une femme. Ben, moi, je dirais que la définition d'une femme est très liée culturellement et socialement. Maintenant, comment on la voit un peu stéréotypiquement. Encore une fois, c'est une question de perception. Je pense que c'est les personnes qui vont me dire, eux, pourquoi elles se considèrent comme hommes et pourquoi pas, et pourquoi elles se considèrent comme femmes et pourquoi pas. Dans aucun jugement, je penserais que ça serait quelqu'un qui est confus. Et en gros, non-binaire, oui, c'est quelqu'un qui ne se définit pas uniquement comme homme ou comme femme. Ça peut être, disons, entre deux ou les deux. Rebonjour à toutes et à tous, si vous arrivez ici fraîchement pour cette 3e table ronde du forum Se raconter pour exister, organisé par La Liberté. Si vous êtes avec nous depuis le début, vous savez que le mot-clé de la journée, c'est la diversité. Puis on en a déjà parlé, vous allez peut-être dire que je me répète, mais je vais reparler de notre balado Autre Regard, puisque c'est ce projet qui a un peu inspiré la thématique de la journée. Autre Regard, dans 10 épisodes, on s'est lancé la mission de parler de la diversité, des diversités, parce qu'il y en a plusieurs, puis il y en a de différentes formes. Alors comme vous venez de l'entendre là, c'était un extrait de notre épisode sur la non-binarité. C'est un petit extrait qu'on a mis au début, c'est un vox pop, où justement, comme ce balado, ce projet de parler de la diversité, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions. On s'est dit, on va aller poser des questions aux gens autour de la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux et pour elles? Et donc, ça a donné ce vox pop où vous voyez un peu plusieurs personnes différentes parler de leur vision, parce qu'on a toute une vision en fait de qu'est-ce que c'est la diversité, qu'est-ce que c'est la culture pour nous, comment on se définit, on définit nos identités. Toutes ces thématiques sont très vastes et aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et en parler ensemble. Il y a plusieurs personnes qui ont participé justement à certains de nos balados, de nos épisodes du balado Autre Regard qui vont être là avec nous. Donc, on va ici discuter entre nous, se poser des questions, parler de ce que ça veut dire pour nous la diversité ou les diversités. Alors, sans plus attendre, parce que je vais laisser la parole à nos invités, sans plus attendre, je voudrais les accueillir tous un par un. Nous avons Luigi Sagossa, Éric Plamondon, Jason Sigay et Charlie Dilk qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous avoir avec nous dans cette table ronde aujourd'hui. Alors, pour cette table ronde, comme c'est l'idée, c'est de parler de ses histoires, de sa vision de la diversité. C'est pour parler de vous, en fait. Donc, j'aimerais commencer cette table ronde en vous donnant la parole, en vous laissant la parole pour vous présenter chacun votre tour. Comme ça, c'est vous qui vous présentez, qui voulez vous partager ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui. Si vous voulez, je vais pas laisser de grand suspense et commencer par Luigi Sagossa. On va faire ordre alphabétique du dernier nom. Donc, Luigi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es? Avec plaisir. Bonjour. Alors, je m'appelle Luigi Sagossa. Je suis originaire du Bénin, un petit pays en Afrique de l'Ouest, à côté du Nigeria. C'est dans ce pays que j'ai grandi. J'ai fait toute ma vie, une trentaine d'années de vie avant d'arriver ici.
Et dans cet univers dans lequel j'ai grandi dans une grande diversité. Le Bénin, ça parle 52 langues et dialectes. Alors, il y a une diversité. Dans une même journée, tu peux rencontrer des gens de différentes régions, portant différentes cultures, portant différentes valeurs, de différentes religions. Mais dans cette diversité, j'ai pas vraiment grandi étant minoritaire, dans cette minorité visible dans cette diversité. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir ici de partager le panel avec mes amis aujourd'hui pour parler de cette diversité culturelle, de ce que ça représente d'être une personne d'une minorité visible ici. Et c'est une expérience que j'ai faite depuis près d'une douzaine d'années même. Merci, Jason. Pour nous, c'est un plaisir aussi de t'avoir avec nous. Jason, est-ce que tu peux te présenter aussi, nous dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît? Oui, certainement. Alors, bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous virtuellement. Puis j'espère que dans le futur, on pourrait avoir plus d'échanges en présentiel. Ça fait du bien aussi de voir des personnes. Mais tant mieux de tout faire quand même virtuel. C'est très efficace. Alors, comme présenté par Morgane, alors mon nom est Jason Segaili. Je porte plusieurs différents chapeaux de diversité culturelle, etc. Mais je porte aussi un chapeau de la diversité religieuse. Alors, moi, je travaille pour un organisme de justice sociale pour l'Église catholique. Je suis un chrétien pratiquant. Je travaille aussi en ministère jeunesse et de jeunes adultes. Alors, pour moi, accompagner les jeunes personnes, ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Je dirais que pour moi, la diversité religieuse est quelque chose qui est très, très importante, mais aussi très importante aussi pour les religions dominantes dans différentes communautés, dans différentes sociétés, spécialement dans un temps où nous habitons avec plusieurs différentes sortes de diversité. Je crois qu'il y a une importance aussi pour l'Église, notamment dans la foi chrétienne, mais aussi dans différentes religions, aussi d'être à l'écoute de l'un et l'autre, de vraiment être là pour accompagner l'un et l'autre et de vraiment vivre dans une société sans jugement, mais de vraiment passer du temps avec différentes personnes qui ne sont pas nécessairement comme nous, puis d'avoir ces échanges ensemble. Alors, j'ai vraiment hâte de partager avec vous, puis aussi de partager un peu plus mes expériences. Bien sûr, on a hâte aussi. Merci Jason. Et je pense que ce que tu es en train de nous partager, ça fait aussi beaucoup écho à l'épisode du Balado Autre Regard sur la diversité religieuse auquel tu as participé. Donc, je tiens à préciser que celui-là est déjà en ligne et vous pouvez en savoir plus et parler écouter des gens parler d'autres religions aussi, d'autres visions de la diversité religieuse dans cet épisode. Charlie Dilk, merci d'être avec nous aussi aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi aujourd'hui? Oui, pas de problème. Donc, moi, je m'appelle Charlie. Je suis francophone. Je suis né ici. J'ai pas été ailleurs comme Wilgis, mais ma mère vient de la France. Donc, j'ai un peu la francophonie, non seulement de la France, mais aussi d'ici en tant que franco-manitobain. Moi, je m'identifie plutôt comme une personne faisant partie de la communauté LGBTQ+, sachant qu'il y en a beaucoup plus que juste l'acronyme. Donc, moi, je m'identifie comme un homme queer et un homme transgenre. Donc, pour moi, la diversité de genre, la diversité sexuelle, juste la diversité en général, ça fait un grand changement dans ma vie. Moi, je travaille vraiment avec cette population aussi, juste parce que je sais que déjà, avoir des services en français, c'est très difficile, mais surtout être dans une minorité, des fois invisible, des fois visible, c'est aussi difficile d'avoir juste des services, surtout avec des gens de la communauté. Donc, pour moi, c'est super important de parler de la diversité. Je pense aussi que c'est vraiment important juste d'éduquer les gens là-dessus. Merci Charlie. C'est vrai que c'est un mot, j'ai l'impression, qui est au cœur de ta mission, de ton quotidien. Donc, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous et je suis sûre que tu auras plein de choses à dire sur ta vision de la diversité puisque tu peux entendre sur la et les diversités. Merci Charlie. Et Éric Plamondon est avec nous aussi. Éric, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de toi, s'il te plaît? Avec plaisir, Morgane. Moi, c'est Éric Plamondon. Je suis artiste pluridisciplinaire autodidacte basé ici à Winnipeg, au Manitoba, non loin de Nestoea. En termes de diversité, ma pratique artistique est diverse, du sens que je fais du théâtre, du cinéma, de la littérature et de l'art visuel.
Et je suis une triple minorité invisible que je dis souvent. Par contre, si on sait quoi chercher, je pense que je suis un peu visible, ou il y a quand même des codes que je me suis approprié qui indiquent que je suis en effet homme homosexuel, métis et francophone. Et j'aime beaucoup faire passer justement cette culture, ces histoires de ces communautés-là dans mon art. Si vous avez été à Winnipeg ou au Manitoba dans la dernière année, vous avez peut-être vu Inédit, une pièce que j'ai écrite, montée au Théâtre Sacré-Molière, ou mon film Riverside Queerness, ou encore l'œuvre Saint-Bonifag qui était montée dans la galerie du Centre culturel franco-manitobain. Merci Eric, merci. Alors j'ai l'impression qu'un point, enfin un peut-être de plusieurs points communs entre vous, c'est le fait de parler de ces diversités, de parler de vous, de vos histoires, de vos récits. Et nous, notre grande question donc aujourd'hui, c'est la question du forum, se raconter pour exister. Qu'est-ce que ça donne de se raconter? Qu'est-ce que ça donne de parler de soi? Pourquoi on le fait? Donc, on va explorer toutes ces thématiques ensemble, si vous le voulez bien. Et je pense que dans les formes, il y a plusieurs formes. Se raconter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut prendre différents formats, différents supports. On a vu, certains d'entre vous ont participé au balado Autre Regard, c'est une forme, c'est de prendre un micro et puis de tout simplement parler de soi, parler de notre vision. Eric a parlé de l'art, de transmettre des choses par l'art, par les œuvres, faire passer des messages. Alors chacun d'entre vous, j'aimerais savoir comment vous vous racontez, comment vous parlez de vous, par quels moyens qui sont pertinents et peut-être propres à vous, vous racontez vos histoires, vos récits, votre vision. On va reprendre la boucle avec Wilgis, si vous voulez. Wilgis, comment, je pense à certains événements, certaines choses que tu as faites récemment, mais moi, je ne veux pas trop en dire, je vais te laisser en parler. Est-ce que tu as des moyens par lesquels tu apprécies et tu as besoin de te raconter? Alors, à la base, je suis une personne très effacée, discrète de nature, où j'aime pas vraiment trop parler de moi. Mais quand ça arrive à un point comme celui-ci, la diversité, je pense que c'est important. Et en parler, c'est aussi en parler avec les autres, en parler à travers les autres. Alors, dans mon passé, j'étais journaliste et pendant longtemps, j'ai fait parler les autres à travers des articles, à travers des entrevues et autres. Et j'ai également une passion pour la photographie, la vidéographie, toujours collant à ma profession de base qui était le journalisme. Et alors, de plus en plus, comme mes premières années ici, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup de défis par rapport à l'intégration d'une personne, d'une minorité visible que je suis. J'ai pu également, dans un autre travail que j'ai eu à faire, rencontrer énormément de personnes qui avaient une très grande volonté de s'intégrer, de se sentir faisant partie de cette communauté, de se sentir, de parler d'eux en fait, mais n'avaient pas ou ne savaient pas par où commencer, ni comment le faire, parce qu'il y avait souvent une barrière, une peur de l'autre, une peur de s'approcher, une peur du jugement. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Et parfois, on vient avec des préjugés, c'est pas parce que forcément l'autre pensera quelque chose, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas par où commencer. Alors pour moi, c'était vraiment, après mon cheminement jusqu'à un certain moment, c'était vraiment, écoutez, il faut qu'on puisse se mettre ensemble, il faut que je puisse aider également d'autres personnes à faire le pas de se sentir à l'aise, parce qu'on a le droit, on est qui on est, hein, et puis on a le droit de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien, personne noire, personne métisse, on est juste qui on est. Alors, pour moi, ça m'avait poussé, et l'un des projets que j'avais eu à faire dernièrement, justement, durant le mois de l'histoire des Noirs, c'est ce projet Noir et Fier, parce que j'entends et j'ai entendu tellement de personnes qui sont dans la communauté, mais on ne les connaît pas, mais qui sont des personnes noires, qui ont du talent, qui peuvent faire plein de choses, qui veulent promouvoir, faire connaître leur culture. Mais dites-vous que même moi, après 12 ans ici, quand je rencontre des gens, l'une des premières questions qu'on me pose, c'est « Puis, comment tu aimes l'hiver ?»
Et chaque fois, j'ai envie de me dire, de dire, pose-moi d'autres questions. C'est quoi ta richesse culturelle? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu peux partager? Et il y a plus que les stéréotypes. Alors, nous vivons, je trouve que nous vivons de nature souvent sous des stéréotypes. Et moi, c'est quelque chose qui est important de dépasser, d'aider à dépasser. Et qu'est-ce que je peux utiliser? Des vidéos, tout ce que je peux faire, je sais faire. J'aime pouvoir utiliser ces médiums-là pour pouvoir communiquer, pour pouvoir raconter ma diversité, pour raconter qui je suis et qui je suis à travers beaucoup d'autres personnes qui se sentent également parfois marginalisées ou impuissants ou pas suffisamment entendus. Ouais. Alors, c'était ça la motivation. Tu as parlé de l'exposition Noir et Fier. Je trouve qu'il y a un titre fort, simple et fort, en fait. C'est Noir et Fier. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de cette exposition? Parce que tu as dit que c'était aussi relié à d'autres récits, à des récits d'autres personnes. Alors, j'ai l'impression que ça a été un moyen, pas uniquement pour toi, ça a été un moyen pour plusieurs personnes de se raconter et de partager un message. Comment ça s'est fait un petit peu? Alors, Noir et Fier, j'ai travaillé dans le domaine de l'immigration, des réfugiés pendant longtemps, et puis j'ai eu la chance de côtoyer énormément de personnes. Mais souvent, comme je le disais tantôt, se disent, ben, c'est pas mon milieu, c'est pas ma communauté, c'est pas mon monde. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que je rêve toujours de voir une et une seule communauté, que ce soit le CEP-Molière, le Centre culturel franco-manitobain, tous les organismes de la communauté appartiennent aux personnes qui vivent dans la communauté. Alors, ces personnes, beaucoup de personnes venant de la minorité visible, vont se retrouver entre eux pour des événements pour eux et pas plus que ça. Et il y a cette espèce de manque de fierté de qui on est. Et c'est lié en grande partie à la colonisation où on ne nous a pas appris, je vais dire, à même valoriser pendant des décennies nos cultures, nos valeurs. On ne nous a pas appris à valoriser nos habits, nos vêtements, nos nourritures. Ce qui crée un manque de confiance. Et quand il y a ce manque de confiance et qu'on arrive dans un milieu où on se sent encore plus minoritaire, c'est difficile de faire le pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise, écoute, je suis noir, puis je suis né. Je suis fier de qui je suis. Et c'est ce que je voulais faire avancer dans cette exposition, que chaque personne, dans sa peau noire, dans sa culture noire, se sente fière. Ça va être un cheminement pour certains, comme ça a été un cheminement pour moi. Mais il faut qu'on y arrive. Bien sûr, ouais. C'est un très beau message. Merci, Widgis. Puis j'imagine que cette valeur de la fierté, de qui on est, de s'assumer, il y en a beaucoup qui parlent parfois de s'assumer, assumer qui on est. C'est pas si facile que ça. Surtout quand tu l'as toi-même mentionné, il y a tellement de facteurs, de défis, d'obstacles dans la vie, la société dans laquelle on vit. Il y a forcément des facteurs qui nous mettent un petit peu des barrières sur le chemin. Mais petit à petit, c'est un cheminement, comme tu le dis, donc petit à petit, on avance. J'imagine que dans tout ce que tu viens de dire, ça doit résonner un petit peu avec tes collègues qui sont ici. Est-ce que vous aussi, donc il y a des moyens pertinents que vous utilisez pour vous raconter, des manières où vous trouvez que c'est important de le faire de cette manière plutôt qu'une autre? Peut-être Charlie, est-ce que je sais que mais toi, tu t'en parles, je sais qu'on discute, que tu as participé au balado. Est-ce qu'il y a des moyens, il y a des formes qui sont pertinentes pour toi, ou même pour d'autres personnes que tu connais, pour s'affirmer, pour partager sa culture, sa diversité, qui on est? Pour moi, bien sûr, je parle beaucoup. Je suis français, donc parler, c'est une de mes forces. Mais je fais beaucoup de revendications aussi, non seulement pour moi, mais aussi pour, en fait, ceux qui viennent après moi, parce que c'est eux la prochaine génération. Et c'est vraiment eux qui vont continuer à construire cette route sur laquelle on est et qu'on a commencé à le faire. Donc, oui, je fais quelques petites choses comme le balado, ou des fois je fais des entrevues dans le journal, Radio-Canada, beaucoup de choses pour la communauté. Mais aussi, je fais beaucoup de bénévolat pour la communauté, juste LGBTQ en général. Je m'assure que quand j'étais à l'université, j'étais en charge du groupe
alliances allosexuelles, hétérosexuelles, pour vraiment donner une voix aux jeunes et pour créer plus de milieux sécuritaires, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont là-bas aussi. J'écris pas vraiment de pièces de théâtre, l'écriture, c'est pas ma force. Je fais pas vraiment de blagues non plus, c'est pas ma force, mais j'adore écouter les gens. Je m'assure que dans chaque milieu que je suis, j'apporte toujours mes connaissances sur le sujet, que je peux éduquer les gens sur différentes définitions, m'assurer que vraiment le langage est très neutre dans tout ce qu'on utilise, juste pour m'assurer que tout le monde est vraiment inclus. Oui, c'est très difficile de faire ça, sachant qu'il y a énormément de diversité et énormément d'identité, mais c'est un des moyens que moi j'ai trouvé pour m'aider à exprimer non seulement ma diversité, mais pour aussi exprimer pour ceux qui n'ont pas le droit de parler ou qui n'ont pas la capacité de parler. Parce que c'est quelque chose qui est très vécu dans la société, surtout avec les minorités invisibles ou même visibles. Et juste le fait d'avoir un visage de quelqu'un au moins avec qui on peut identifier, moi, je trouve ça plus rassurant que juste voir de l'invisibilité. Tout à fait, oui. Puis c'est vrai qu'on en a parlé dans la première table ronde de la journée, raconter sa diversité. Donc, en fait, prendre de la place, prendre la parole, c'est important. Mais tu l'as mentionné aussi, l'écoute. Ça va dans plusieurs sens, en fait, se raconter. C'est soi-même utiliser, prendre de l'espace, mais écouter et laisser l'autre aussi se raconter ou faire le biais entre nos histoires et celles des autres. Bah, ça permet aussi c'est un moyen de se raconter, de partager des histoires. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de manières de le faire. Jason, est-ce que toi, il y a des choses qui résonnent? Comment toi, tu racontes? Comment tu écoutes? Quel vecteur, en fait, tu utilises pour parler des diversités? Oui, certainement. Alors, pour moi, il y a beaucoup de différentes façons dont je pourrais m'exprimer. Je suis une personne qui est assez extrovertie. Alors, je pourrais certainement dire que pendant différentes périodes d'isolation à cause du COVID, c'était vraiment difficile de trouver différentes manières, différentes façons de s'exprimer. Surtout, je crois que après 2 ans, ma conclusion, c'est qu'il y a aucune chose qui pourrait remplacer la relation humaine avec une autre personne devant toi, puis pour faire des échanges, etc. Alors, pour moi, j'ai eu une formation en éducation. Alors, je suis une pédagogue, un éducateur à cœur. Puis, dans n'importe quoi que je fais, l'éducation était quelque chose qui était très, très important pour moi, puis qui reste toujours très, très pertinent dans ma vie. Mais une chose que j'ai vraiment appris dans mes cours en éducation, c'est l'importance non seulement d'accompagner, d'enseigner, mais c'est aussi d'être à l'écoute. C'est vraiment d'être là, de vraiment écouter à quelqu'un sans vraiment avoir un jugement. Puis je crois certainement que durant ces derniers 2 ans, non seulement qu'il y avait une pandémie, mais il y avait beaucoup de différentes choses dans notre société qui ont eu lieu, notamment avec des différentes choses qui ont vraiment affecté la diversité. Puis certainement aussi dans l'Église. Nous avons eu aussi les écoles résidentielles qui avaient plus de voix, qui n'avaient pas toujours la même voix dans notre société dans le passé. Nous avons eu aussi Black Lives Matter qui a eu lieu avec le meurtre de George Floyd. On avait beaucoup de différentes choses qui ont eu lieu pendant ces derniers 2 ans. Il y avait beaucoup d'opinions, beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je dirais qu'il n'y avait pas assez d'écoute. Alors pour moi, une des meilleures choses pour m'exprimer, c'est vraiment de juste sortir pour un café avec quelqu'un. Ça, c'est aussi une des meilleures choses à faire. Poser des questions. Alors, au lieu de donner certains commentaires, puis parfois certains commentaires ne sont pas très appropriés pendant certaines circonstances, etc., même juste poser des questions aux personnes. Pendant ces derniers 2 ans, on avait aussi beaucoup plus de dépendance sur la technologie, sur les médias sociaux. Mais il y a aussi une certaine manière d'utiliser ces réseaux-là. Puis, même pour moi, j'ai appris que, c'est aussi une bonne chose pour poser des questions aux personnes sur les médias sociaux, au moins que c'est fait dans une manière qui est respectueuse, que c'est fait dans une manière qui entame vraiment le dialogue. Puis on pourrait certainement voir, puis peut-être c'est dans les archives, dans l'Internet qui existe même aujourd'hui, on peut certainement remarquer que on a besoin, en tant qu'être humain, de faire pratiquer cette manière de dialoguer, d'être à l'écoute, puis vraiment d'être
là pour une autre personne, de s'exprimer parce que avec toutes les émotions, etc., c'est très facile d'agir d'une façon, qui requiert beaucoup de colère. Mais en fait, on a besoin d'être à l'écoute pour être capable d'investir toute cette colère-là dans nos mots, dans nos gestes, qui est fait d'une façon très respectueuse. Alors, c'est ça l'importance de cette diversité, spécialement aussi dans une diversité religieuse, cet aspect de l'écoute. Merci Jason, ouais. C'est très inspirant, puis c'est vrai que ça donne aussi des pistes, je trouve, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on est dans un temps, avec la pandémie, avec la dépendance à la technologie, comme tu l'as dit, bah, c'est vrai que ça peut... la connexion, la vraie, entre êtres humains et la discussion, c'est vrai que ça nous met quelques barrières, mais utiliser, comme on le fait aujourd'hui, la technologie dans une démarche de dialogue, de se poser des questions, d'aller vers l'autre. On peut essayer de trouver des manières à partir du moment où on reste à l'écoute, on reste ouvert. C'est pas toujours évident, on est humain aussi, personne n'est parfait, mais c'est vrai que d'être dans cette démarche, je pense que ça pourra en inspirer beaucoup, en tout cas je l'espère. Et il y a des moyens autres que la technologie. Eric nous a beaucoup parlé d'art tout à l'heure. Alors, je suppose que tu vas pouvoir nous en reparler un peu plus en détail. J'aimerais savoir, Eric, quels sont les moyens pour toi, peut-être les plus pertinents, mais dans ton expérience, tu nous as mentionné certaines de tes œuvres, certains de tes travaux. Est-ce qu'il y a des œuvres en particulier qui ont été extrêmement pertinentes pour toi, pour raconter une partie de ton identité? Oui, absolument. Puis, pour faire un peu du pouce sur ce que mes collègues, mes amis, les autres panélistes ont dit, il y a quelque chose qui est invoqué où je pensais un peu pourquoi c'est important puis d'où ça vient. Puis je pense que naturellement, on est curieux vers l'autre, mais il y a quelque chose d'inné, instinctif, de se tourner vers ce qui nous ressemble aussi. C'est un peu le phénomène si on se retrouve à Brandon ou à Saskatoon ou à Fargo, puis on entend du français. C'est comme automatiquement, on se tourne puis on veut voir si on connaît la personne ou si on peut faire un rapport avec la personne, même si on ne les connaît pas, qui est aussi vrai si tu rentres dans un bar ou un centre culturel puis tu soupçonnes que quelqu'un d'autre de gay ou d'autochtone dans la salle, naturellement, tu veux faire un lien avec. Et puisqu'on forme une communauté, on forme des relations, qu'on a des points communs qu'on peut se partager ou quelque chose qu'on peut apprendre. Puis, je pense que c'est là où je voulais un peu en venir, où quand on rentre dans des places privilégiées, que ce soit une galerie, que ce soit un théâtre, que ce soit un cinéma, que ce soit une librairie, et on n'entend pas notre voix, on ne voit pas nos personnages, on n'entend pas nos histoires, on se dit « Oh, est-ce que moi, j'ai pas de la valeur d'abord? Est-ce que mes histoires et les histoires de ma communauté n'ont pas la même valeur, n'ont pas la juste part que les autres auraient? » Et c'est là où je pense que tout moyen, puis toute opportunité, c'est des bonnes opportunités. J'ai commencé à faire des films puisque quelqu'un m'a mis au défi, et ça continue à être un peu le cas avec Riverside Queerness qui est sorti cet été. C'était dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire du Manitoba, et le Gimli Film Festival ont invité des cinéastes à mettre sur l'écran des moments d'importance de l'histoire manitobaine. Et dans la communauté queer, et comme artiste queer, on se disait faut chercher dur et fort pour trouver dans les livres d'histoire des moments d'histoire queer. Petites indications ne sont pas là. Si tu creuses dans les archives de la liberté et de Patriote, on ne va pas trouver nos histoires. Aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque. Dans les formes d'art public, art général, on ne se trouvait pas. On a appris ces histoires-là en se les contant à l'un et l'autre, en se regroupant et en partageant notre historique, en partageant d'où on vient, d'où notre culture vient. Donc, je me suis dit, quel beau moment, justement, de trouver une façon de capter ce film et de partager avec le grand public seulement quelques de ces histoires-là pour donner soif et donner goût aux gens à dire right, l'histoire queer autochtone a toujours fait partie de notre narratif social. C'est juste qu'on ne leur a pas donné une place de valeur encore. Ouais, c'est important. Et est-ce que
en fait, là, ça m'interroge sur d'autres, ça me pose d'autres questions, puis je vais rester avec toi, Eric, si tu veux bien, parce que ça, je me demande pourquoi, en fait. Nous, par exemple, notre thème, c'est se raconter pour exister. Mais quelque part, ça peut être une question pour exister, ou est-ce que se raconter, c'est pour autre chose? Est-ce qu'on cherche autre chose? Quels sont nos besoins derrière l'idée et le fait de se raconter? Alors toi, avec ce que tu me partages là, est-ce que je peux te poser la question de pourquoi c'est important? Est-ce que c'est ça, par exemple, ce qui t'a motivé, c'est de faire une différence dans l'histoire, de faire une différence tout court? Est-ce que c'est parler de toi, mais aussi changer ton environnement? En fait, je fais des suppositions comme ça, mais quelles sont les motivations et pourquoi se raconter, en fait, pour toi? Je pense que c'est faire partie du dialogue, faire partie de cette conversation-là. Il y a certaines choses, je pourrais m'assimiler à l'anglais, ça se fait facilement. Il y en a qui s'assimilent constamment. Je pourrais ne pas m'identifier comme métis, je pourrais facilement juste réclamer mon côté colonial, mon côté canadien-français. Je pourrais pas faire ça chez mon homosexualité, chez le fait que je suis queer. Ça, c'est en moi et ça va jamais disparaître. Je pourrais le refouler, je pourrais me priver de vivre pleinement. Donc, il y a un partage il y a certaines choses que, oui, pour exister, on doit juste s'affirmer, prendre sa parole, puisque c'est juste partie de qui on est. Les autres composants, je pense que ce serait de valeur si on l'étouffait, si on le refourait, puisque il y a une richesse là absolument incroyable, il y a une ouverture incroyable. Puis je dis souvent, étant né bilingue ou étant né francophone, ça m'a donné une mentalité dès le début de minorité. Et donc, il y a une fraternité naturelle envers d'autres minorités. Mais je pense que ce qui était intéressant dans tout ça, la minute que moi j'ai pu prendre la parole pour moi-même, avec qui je suis, c'est aussi se mettre à la découverte des autres et être en dialogue avec les expériences des autres. Puis vous aviez montré une image de Page et Passage, qui était une œuvre que j'ai faite sur le pont Voyageur Saint-Boniface, où ce que j'ai collé des pages de livres qui fait partie de notre histoire franco-manitobaine, donc des poèmes de Louriel, des récits de Gabriel Dumont, des pages de Gabriel Roy, des poèmes de G.R. Léveillé. Et ce qui est arrivé, c'est que je passais 7 heures et plus pendant plus de 2 semaines à coller des pages sur le pont. Et donc, c'est devenu un acte où ce que les gens de la communauté, obviously, voyaient quelqu'un qui faisait quelque chose d'anormal et demandaient ce que je faisais. Et par cette entremise-là, je pouvais faire passer ces histoires-là, mais inévitablement, les gens voulaient partager leur histoire, que ce soit un livre qu'ils ont lu, qui les ont marqués, ou quelque chose qui est arrivé dans leur vie qui trouve que ce serait intéressant si quelqu'un en faisait une histoire publiée. Puis je me suis dit, voici la magie de l'art, c'est de tisser des liens, c'est de se permettre de se partager nos histoires et qu'ils se chevauchent et qu'on les connaisse l'un et l'autre. Et le cadeau que les autres me font en partageant leur histoire veut dire que je peux les propager et que ça devient justement ce que j'appelle le narratif sociétal, le narratif communautaire, qu'on est conscient et qu'on se partage. Mm-hmm. C'est un très beau moyen parce que j'ai l'impression que l'art ou les arts, c'est aussi vraiment synonyme de diversité parce qu'il y a plein de formes d'art et j'ai l'impression que c'est tellement le champ libre aux possibilités dans l'art. Donc, c'est un très beau moyen de se connecter, de se relier. Ça peut être une sorte de langage entre nous aussi pour parler de soi. Charlie, quand je repensais à la question que j'ai posée à Eric de pourquoi. Quelle est la motivation de se raconter, de parler, de prendre de la place? J'ai l'impression, puis dans tout ce que tu nous as dit depuis le début de la table ronde, qu'il y a un engagement fort chez toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Quelles sont les motivations? Pourquoi tu penses que c'est important pour toi, mais aussi pour les autres, de le faire, de ne pas se taire, de parler, de se montrer? Pourquoi c'est important? Je pense que Eric a apporté beaucoup de bons points avec le fait que si on regarde dans nos histoires ou dans notre passé, on ne peut pas trouver toujours des exemples de la diversité en général. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important à nous de faire. C'est à nous de créer ces histoires et de continuer à ce partage d'histoires
pour éduquer les gens, mais aussi pour s'assurer que on perd pas qui on est, on perd pas cette diversité qu'on a, parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est facile de perdre notre identité, notre diversité, et vraiment s'assimiler à, disons, les gens qui sont dans le pouvoir, right? Moi, oui, je suis un homme blanc, j'ai beaucoup de privilèges, j'en suis très conscient de ça. Alors moi, je préfère utiliser mes privilèges pour aider ceux qui n'en ont peut-être pas ou qui n'ont pas accès à l'heure. Parce que vraiment, si je revendique pas, moi, j'ai rien à faire et je m'ennuie et j'aime pas ça. Pourquoi pas utiliser ce que moi j'ai appris, mes connaissances et ce que je suis capable de faire pour aider ceux qui n'en ont pas. Et juste faciliter cette discussion avec continuer les histoires, continuer le partage, mettre des visages à des identités, à des diversités pour que la jeunesse puisse apprendre aussi. Pour moi, je parle toujours de jeunesse parce que moi, je trouve que c'est vraiment le futur. Les prochaines générations sont super importantes à continuer. Et c'est ça qui me motive aussi, c'est savoir que quand moi, je vais avoir des enfants, mes enfants vont pouvoir voir tout ce qui a été fait avant quand moi, j'étais là. Et continuer ce partage et continuer cette histoire-là. Parce que sinon, ils vont juste regarder, ils vont jamais pouvoir se retrouver. Et moi, je veux pas ça. Ouais, moi, j'ai grandi, je n'ai pas pu me retrouver dans n'importe quelle histoire parce qu'il n'y avait pas tant de diversité que ça. De nos jours, c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans n'importe quelle diversité. Donc, je pense que c'est super important de continuer cela. Et vraiment, si on ne le fait pas, qui va le faire? Pourquoi pas nous? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis tu as raison, la jeunesse, c'est aussi très important. C'est un mot-clé aussi de la journée, mais aussi de nos projets. C'est pour ça aussi que de faire des choses pour la jeunesse, de transmettre des messages pour la jeunesse, mais de lui laisser la place aussi de s'exprimer et parce que la jeunesse a des choses à dire. C'est important, donc c'est notamment ce qu'on va faire dans la table ronde juste après. On va laisser la place à des jeunes pour parler d'eux et je pense que ça va être très intéressant, ça va faire une différence aussi, je l'espère. Est-ce que Jason, pour toi, il y a des choses qui résonnent chez toi aussi dans le pourquoi. Pourquoi c'est important? Pourquoi tu es là aujourd'hui, par exemple? Pourquoi discuter? Tu as parlé de ton côté extraverti, mais je suis sûre qu'il y a plus que ça. Quelles sont tes motivations dans raconter ton identité, ton histoire et les diversités? C'est une très bonne question. J'aimerais aussi juste rebondir de ce que Charlie a mentionné par rapport à l'importance de la jeunesse. Puis ça, c'est aussi une autre raison pour laquelle moi, je suis ici, comme quelqu'un qui accompagne les jeunes à tous les jours de différentes façons. Je crois qu'il y a certainement l'importance de donner une place aux jeunes. Une autre chose que j'aimerais partager par rapport à la diversité religieuse, puis comment l'importance aussi d'utiliser le privilège. Alors pour moi, j'ai certains privilèges dans l'Église, puis c'est important aussi pour moi d'utiliser ces privilèges-là aussi, d'être à l'écoute aux personnes qui n'ont pas nécessairement ces privilèges. Je pense notamment au sujet de travail que notre organisme est en train de soutenir pour la justice sociale. Puis, on travaille surtout avec les partenaires dans le Sud, notamment au Madagascar, qui travaillent avec les jeunes. Puis, c'est l'importance de la participation communautaire. Et donc, ces jeunes-là sont en train de trouver différentes façons, donc vraiment de vivre une conversion écologique, de trouver différentes façons pour être capable de trouver différentes façons pour vivre dans une communauté, malheureusement, qui ne respecte pas l'importance des peuples minoritaires tels que les personnes indigènes. Donc, en fait, il y a des jardins communautaires qui se font. Les jeunes sont mobilisés aussi pour mettre la pression sur le gouvernement, de mettre l'importance sur l'environnement, etc. Parce que ce sont ces jeunes-là qui vont s'occuper de toutes les scales après, de tout ce changement climatique. Alors, il y a une très grande importance aussi pour moi de faire valoriser, de faire entendre les voix des autres, d'amplifier les voix, surtout les voix des jeunes, puis de leur donner cette place. Je sais que présentement, l'Église catholique est en train d'entamer surtout les approches de la synodalité. Alors, la synodalité, surtout, c'est vraiment l'importance d'être à l'écoute et d'accompagner des personnes. Alors, c'est une très grande, une très grande ouverture pour l'Église d'entamer une très grande conversation
qui va justement nous permettre, en tant qu'Église, de trouver différents chemins, d'accompagner différentes personnes. Alors, les personnes LGBTQ+, etc., les nouveaux arrivants, les personnes qui ont subi beaucoup de traumatismes à cause des écoles résidentielles, etc. Alors, c'est un temps très propice en tant que chrétien, en tant qu'être humain, vraiment d'être à l'écoute, puis pour savoir comment nous pouvons être synodales avec l'un et l'autre. Et puis de vraiment accompagner les jeunes, surtout, qui sont en train de vivre une réalité très, très différente peut-être que la nôtre pendant nos périodes de jeunesse. Alors, c'est vraiment important de leur donner la place, de s'exprimer, de les écouter, etc. Ouais. De grandes questions, mais on a tous un peu et toutes notre rôle à jouer quelque part, même juste en tant qu'individu, on peut faire quelque chose. Je pense que ça fait écho à ça, ce que tu dis, Jason, il y a des institutions qui peuvent ouvrir le grand dialogue, de grandes conversations, mais peut-être que chacun et chacune, on peut aussi mettre notre petite pierre à ces grandes conversations. Widgis, je réitère cette question du pourquoi à toi, évidemment, mais je pense à quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu t'es présenté, où tu parlais de comment tu te racontais, que avant, tu étais très effacée, et que, enfin, plutôt, où tu as parlé de ta nature effacée, je crois. Tu me dis si je me trompe. Alors, je trouve ça intéressant. J'aimerais savoir pourquoi. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour toi dans tes motivations de te raconter ou de prendre un peu plus de place dans l'espace, de raconter plus d'histoires? Pourquoi c'est important pour toi? Et est-ce qu'il y a eu un changement dans ton cheminement? Pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons essentielles. D'abord parce que je trouve qu'on commence à peine à en parler. Il y a juste quelques années qu'on en parle de plus en plus. Et quand je vois certaines choses qui se passent sur certains lieux de travail, des choses qui se passent, des incompréhensions souvent, parce que je crois pas que, j'aime pas souvent parler de racisme, je pense pas que c'est souvent le cas. Je trouve que souvent ce sont des incompréhensions, ce sont on n'arrive pas à accepter l'autre et à chercher à l'écouter pour mieux le connaître. Et quand je connais pas quelqu'un, oui, je peux avoir de mauvais comportements vis-à-vis de cette personne. Je peux avoir des préjugés, je peux ne pas avoir une bonne approche avec cette personne-là. Donc, ça, c'est un premier pourquoi. Donc, puisqu'on commence à peine à en parler, il faut qu'on en parle, il faut qu'on continue. Et la deuxième raison pour moi, c'est parce que je sais qu'il y a tellement de personnes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ne veulent pas ou qui n'ont pas encore la confiance nécessaire pour aller au-devant de la scène, pour en parler. Alors, il faut que ça vienne de quelque part, il faut que quelqu'un comprenne, quelqu'un en parle. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu parler des jeunes. Je le fais aussi pour mes enfants qui sont un peu d'ici, un peu d'ailleurs, et qui vont vivre également des défis. Donc, tous ces jeunes qui sont nés dans cette communauté, dans ce beau pays, je veux pas que ces jeunes, qu'ils soient d'une minorité visible ou pas, qu'ils soient d'une minorité quelconque, vivent encore les mêmes défis, qu'on porte encore ce même fardeau dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, mon vrai souhait, c'est qu'on puisse vraiment avancer et s'accepter comme humain dans nos cultures, dans nos différences, qui fait toute une beauté dans la société. Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est possible, ou est-ce que parce que tu dis que on est qu'au début. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à peine à se raconter. Il y a des aspects de la diversité qu'on commence à peine à voir, où on voit dans le balado Autre Regard, en ayant quelques conversations, on sait qu'on a eu des réactions de gens qui disaient ça change, c'est nouveau. Enfin, ce que je veux dire par là, si ce n'est que le début, est-ce que c'est possible d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que c'est possible d'aller plus vite? Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore trop de barrières ou trop de difficultés, d'obstacles à pouvoir prendre sa place? Il y a encore des difficultés. Est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Certainement. Est-ce que c'est possible d'aller plus vite? Je ne sais pas, mais il faut y aller sûrement. Ça, je suis convaincu. Et moi, juste après tous les témoignages, les messages que j'ai reçus de personnes de la communauté d'accueil, donc des communautés de souche, comme on dit, et des personnes qui viennent d'ailleurs, sont vraiment pour moi un témoignage
quand je prends des personnes qui viennent d'ailleurs, qui étaient dans l'ombre pendant longtemps, qui veulent faire des choses, qui se disent, hey, est-ce que l'année prochaine, on peut faire de telle façon? Pour moi, c'est déjà encourageant parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour que d'autres personnes également puissent oser se dire, c'est leur communauté également et il faut contribuer à cela, il faut faire des choses pour faire avancer la cause, pour qu'on se sente juste tous faisant partie de la même communauté. Mais je dois dire également qu'il y a eu du cheminement dans les dernières années. Comme je me rappelle, il y a quelques 5-10 ans, les conseils d'administration, on ne voyait pas du tout de diversité, en tout cas visible sur le conseil d'administration. Dans certains organismes, tout le monde était typiquement d'ici ou pas vraiment de minorité. Et j'ai entendu tellement parler de nouveaux arrivants qui viennent et qui finalement sont des francophones, mais parce que les portes étaient fermées, se retrouvent juste dans la communauté anglophone où ils se sentent mieux, où il y a peut-être plus d'opportunités, mais que les gens se sentent à l'aise où ils sont, où ils ont envie d'être, et qu'ils soient eux là où ils ont envie d'être. Oui, merci. On espère en tout cas que c'est possible. Oui, Eric? Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous juste dire, que je pense que c'est au cœur de beaucoup de ce qu'on fait. Quand on parle de diversité, c'est pas juste pouvoir juste dans ses habits traditionnels, avec sa cuisine, ou une femme du Congo qui fait pareil. Le pouvoir de la diversité, c'est que moi, je peux être devant l'histoire de cette femme-là et de m'y reconnaître, non en race ou ethnicité ou en habit, mais en humanité, dans ce que ça veut dire être humain. Et si je suis capable d'être debout devant son histoire et me reconnaître, là, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Puis, il y a un dialogue qui peut se permettre aussi. Une des premières pièces, je pense la première pièce que j'ai montée au Sacre Montréal dans le cadre du marathon de mise en scène, c'était un texte qui m'appelle Mohamed Ali, qui est un texte écrit par un Congolais. Puis au début, ma réaction, c'est un peu, Eric du Manitoba, qu'est-ce qu'il fait à monter ça? Mais il y avait une force dans la pièce qui était tellement évidente du point de vue de la diaspora noire, et inclus en Amérique du Nord, mais aussi la communauté queer. Et au Manitoba, à ce moment-là, puis je dirais encore, il y avait des tensions, il y a des tensions de la communauté queer et de la communauté noire. Et je me suis dit, quel beau geste qui pourrait permettre justement à faire cette rencontre-là, à reconnaître que le discours de l'un n'est pas très différent du discours de l'autre. Et donc, j'ai pris le texte puis je l'ai mis dans le corps de Ben Mariga, et dans le cadre de Danielle Péloquin-Hoffner qui joue une drag queen. Et l'effet, c'est que justement, les deux communautés sont venues, se sont reconnues et se sont permis de discuter. Et au lieu que ce soit un moment de diversité singulière, c'est devenu un moment de diversité humanitaire. Puis pour moi, ça, c'est ce qui m'anime énormément et pourquoi je crois tellement à l'importance de la diversité. Bien sûr. Puis alors là, on a une image vraiment visuelle, encore une fois par l'art, de la possibilité de créer des ponts, de construire des ponts, de se retrouver. Comme disait Will Giff plus tôt, souvent il y a des incompréhensions, mais en fait, une fois qu'on baisse une certaine barrière, je sais pas, c'est peut-être pas si facile, mais il y a la possibilité de créer des ponts. On espère qu'on va continuer comme ça à créer de plus en plus de ponts avec ces discussions. Peut-être dernière question pour Jason et Charlie. Est-ce que vous, il y a des choses que vous voudriez voir changer? Est-ce que vous pensez que c'est assez? Comment on parle de diversité? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'il y a assez de récits? Est-ce qu'il y a assez de manières de prendre de la place? Ou est-ce que vous aimeriez voir des choses encore changer, encore évoluer? Peut-être Charlie, oui, pour commencer. Moi, j'aimerais encore voir les choses évoluer parce qu'il y a toujours des nouvelles façons, un peu comme on a déjà dit, de faire bouger les choses. Est-ce qu'on en fait assez? Je pense que c'est un début. Je pense qu'on n'en fait jamais assez pour parler de la diversité en général, juste parce que c'est tellement un grand sujet. Et oui, il y a encore beaucoup de barrières pour beaucoup d'identité, beaucoup de diversité, mais le plus qu'on en parle, le plus que les gens vont être au courant et le plus qu'on va peut-être pouvoir diminuer les barrières. Mais
on n'en fait jamais assez. Mais au moins, c'est un bon point de départ où est-ce qu'on peut continuer à avancer et à améliorer, en fait, tout ce qu'on fait. Ouais. On lâche pas les efforts. Jason, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui résonne chez toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir changer, peut-être? Je dirais que pour moi, j'aimerais quand même voir et continuer à voir, de continuer à normaliser les conversations. Puis si possible en présentiel. Mais j'espère qu'on va aboutir à ça bientôt. Mais c'est ça, c'est vraiment de normaliser les conversations. Je crois que même dans les communautés de la diversité religieuse, il y a aussi certains tabous. On ne parle pas au sujet de ça, on ne parle pas au sujet de ça, etc. Mais en fait, on a besoin d'être des personnes qui sont ouvertes aux différentes discussions. Oui, c'est vrai qu'il y aura des discussions qui peut-être seront inconfortables. Oui, il y aura déjà des conversations qui vont nous rendre à questionner. Il y aura des conversations qui vont nous mettre en colère. Mais je crois que c'est important de normaliser les émotions, puis de ne pas nécessairement cacher ces émotions-là. C'est vraiment d'être à l'écoute, vraiment d'être capable de partager, mais de normaliser ces partages-là. Puis, je pourrais certainement partager aussi cet avis pour une personne qui est pratiquante dans l'Église catholique. C'est vraiment important aussi de normaliser les conversations, d'encourager les personnes d'aller pour un café avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement en train de vivre la même vie que toi. Peut-être quelqu'un qui était blessé par l'Église. C'est pas nécessairement le premier objectif d'évangéliser, mais c'est surtout de juste être à l'écoute, même de juste partager une amitié avec une personne qui ne s'identifie nécessairement de la même manière que nous. Alors, c'est vraiment de juste normaliser les conversations, normaliser l'importance d'être à l'écoute, normaliser juste même avoir des conversations qui sont inconfortables. À la fin de la journée, on n'a pas besoin d'être peut-être sur le même niveau, mais on a même juste donné même l'espace pour même s'exprimer dans une manière où on ne juge pas. J'ajouterais aussi que on pourrait dire que oui, je suis en train d'écouter la personne, mais en fait, le travail d'être à l'écoute, c'est en fait un travail qui est très, très, très difficile. C'est très facile à dire, mais en fait, c'est pas juste de ne pas dire quelque chose quand quelqu'un parle, mais en fait, quand quelqu'un me parle, déjà, peut-être je suis en train de penser au sujet de mon dîner ou comme je suis en train de penser au sujet de ce que je vais faire pendant l'après-midi. Mais là, il n'y a pas une écoute active. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire, surtout dans l'Église, quand on a des conversations au sujet de la diversité religieuse, etc., d'avoir une écoute qui est active à ce moment, à cette personne. On donne la pleine conscience à cette personne, de vraiment leur donner l'espace, un espace qui est sécuritaire aussi, pour qu'ils puissent être capables de s'exprimer. Puis, j'ai beaucoup d'exemples où j'ai eu même ces expériences-là, puis c'était des très bonnes expériences de partage avec ces personnes. Puis ça, c'est aussi une étape, une chose à la fois pour entamer à avoir plus d'inclusion aussi dans la société. C'est merveilleux. Puis ça nous donne de l'espoir. Comme tu le dis, une chose à la fois, une conversation à la fois, peut-être, c'est déjà ça, de s'écouter avec de la véritable écoute, l'écoute active, comme tu le dis. Une histoire à la fois, un forum à la fois, c'est peut-être ce qui va nous aider à arriver à cette société que tu décris si bien et dans laquelle on espère vivre un jour. Merci beaucoup à vous tous. Le temps passe tellement vite à parler. Vous avez des choses fascinantes et tellement intéressantes et inspirantes à partager. Le temps passe vite, alors je vous proposerai maintenant au public, aux personnes qui nous regardent, de poser des questions. Nos invités sont là pour y répondre. Je pense qu'ils sont prêts, ils ont envie de partager encore plus de choses. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires, où je vois d'ailleurs de très beaux commentaires. Quelqu'un qui a mis l'humanité, un mot qui est revenu plusieurs fois. Voilà un mot-clé qui représente bien tous vos témoignages. C'est vrai que c'est un mot qui nous lie. Alors, une question. Est-ce que vous trouvez les diversités assez représentées dans la culture? Ça peut être par le cinéma, les livres ou encore dans les médias. Malgré des grands progrès ces dernières années qu'on a évoqués, est-ce que vous trouvez que c'est assez représenté, que c'est assez pour vous? Qui a une réponse à cette grande question? Pour moi, la réponse est non. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire à ce niveau. Il y a un effort qui est fait
même au niveau des médias, il y a un effort qui est fait, on peut le dire, mais on a encore comme société du chemin, beaucoup de chemin à faire. Pour normaliser, j'aime beaucoup le mot normaliser que Jason a utilisé tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses puisque c'est différent de ce qu'on fait, de ce qui est notre habitude, on ne trouve pas ça normal. Mais sous les yeux, ça peut être normal. Alors, normaliser cette différence-là. Merci, Régis. Je dirais aussi, puis oui, juste en a fait mention, parce que si tu te trouves dans une salle puis tout le monde partage les mêmes démographies, on peut se poser des questions, surtout quand c'est des salles qui prennent des décisions, donc des CA ou des hauts dirigeants. Mais j'aimerais ajouter sur ça aussi, on est dans une période où on doit comprendre que la majorité de nos institutions, c'est des institutions coloniales, aussi blanches et mâles, hétéros. Et donc, comment défaire ces structures-là, puis comprendre qu'on ne s'associe pas toutes à ces structures. Puis, je vise pas ce que Jason disait, mais ça invoque quelque chose d'intéressant que moi, je partage souvent. J'ai la difficulté à recevoir une invitation de la communauté à venir participer à un événement dans le sous-sol de la cathédrale. Puisque la cathédrale puis l'Église catholique est un site d'oppression envers moi-même et envers ma communauté pendant plus de 2000 ans. Et ce l'est encore jusqu'à un certain point. Il essaie de faire certaines réparations, mais c'est difficile d'accepter une invitation à rentrer sans qu'il y ait une indication que le lieu a été changé ou que le lieu reconnaît que des gens comme moi qui ont été invités pour venir à l'intérieur. Puis je dis ça autant aussi en termes de décoloniser nos institutions, mais aussi, tu sais, c'est le Ramadan tout de suite. Aussi de comprendre ce que ça veut dire que quelqu'un, un auditoire ou un acteur vient avec ses codes culturels, ses codes qui sont autres que notre institution a été créée autour. Puis ça, on a encore beaucoup de chemin à faire pour justement indiquer que tout le monde a sa place et qu'on a accommodé nos lieux pour ces gens ou pour notre communauté en bout de ligne. Bien sûr, merci Eric. Jason, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, j'aimerais aussi partager un commentaire à ce que Eric a mentionné parce que je crois certainement que l'Église aussi a beaucoup de travail à faire aussi pour aller vers les personnes. C'est très facile pour n'importe quelle institution de dire, ben, on vous accueille. Mais s'il n'y a pas de piste, s'il n'y a pas une manière active de soit réparer pour la réconciliation, pour que ce soit aussi un dialogue, une invitation, ce serait très difficile ou même pas vraiment pertinent non plus. Donc, je crois que l'Église a besoin de travailler sur ça, vraiment besoin de travailler sur la réparation, certainement sur certaines communautés, que l'institution a vraiment causé beaucoup de blessures. Alors, surtout avec la communauté indigène, mais aussi envers la communauté LGBTQ+, etc. Puis c'est vrai, l'Église a besoin de faire aussi plus d'efforts, d'aller vers les personnes au lieu de le dire, ben, venez vers nous, d'une manière qui est ministérielle, mais aussi une manière qui ne juge pas la personne. Puis il y a quand même beaucoup de travail à faire de cette manière-là. Alors, j'apprécie surtout ce commentaire, Eric. Merci. Merci. Merci à vous. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée. Alors, est-ce que vous vous sentez une responsabilité en tant qu'artiste, par exemple, en tant que représentant de la diversité ou d'une diversité qui vous touche particulièrement? Est-ce que vous sentez une responsabilité de prendre la parole pour les autres qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui n'osent pas? On en a parlé, c'est pas forcément facile, il y a des personnes qui n'osent pas. Est-ce que c'est une responsabilité pour vous? Est-ce qu'on devrait avoir cette responsabilité? J'aimerais peut-être me lancer à cette question-là. Oui. Peut-être il y a un mot que je changerais à cette question. Alors, ce n'est pas nécessairement de prendre la parole, mais c'est surtout d'amplifier la parole de la personne. Alors, comme je sais que nous avons mentionné ce concept-là, mais on a certains privilèges dans certaines communautés, dans certaines circonstances, etc. Puis, ce n'est pas nécessairement de juste prendre la parole de cette personne-là, mais c'est d'amplifier la parole de cette personne. Alors, que ce soit de vraiment donner cet espace-là à cette personne
elles-mêmes, de partager leur réalité, ou que ce soit d'être nous, d'être à l'écoute, ou d'être invité par cette personne, d'être présent. Puis je pense surtout au travail des partenaires avec qui on travaille avec notre organisme de justice sociale. On envoie personne canadienne dans le Sud pour faire le travail de ces partenaires-là. Parce que ça, c'est en fait une approche coloniale. On pense qu'on a les meilleures façons à faire pour résoudre leur situation socio-économique, politique, etc. dans le Sud. Mais en fait, c'est l'inverse. On a besoin de soutenir le travail que ces partenaires font, même dans des contextes de diversité religieuse aussi. Alors, parfois, on est invité par ces partenaires de venir dans le Sud pour vraiment observer, pour qu'on puisse retourner dans le Nord pour éduquer nos communautés ici, pour savoir quels sont nos impacts ici au Canada qui ont un impact négatif sur ça dans le Sud. Donc, en fait, ça, c'est toute la chaîne ou un schéma, je ne sais pas, j'ai dessiné avec mon doigt là, un schéma de la solidarité. Alors, surtout l'importance d'amplifier les voix et non de prendre la parole. Éric, tu voudrais rajouter quelque chose, oui? Puis je dirais que des fois, c'est juste créer des conditions pour que la parole soit prise aussi. Puis c'est là, je voulais pas viser Jason Lee d'Église catholique. On a toute cette responsabilité-là. Et c'est fou comment que si tu inclus la diversité et tu crées des conditions pour que les gens prennent la parole, de belles choses peuvent arriver. J'ai fait une pièce de théâtre à l'Université de Saint-Boniface avec un casting de gens qui, littéralement, étaient la première année à Saint-Boniface, au Manitoba, au Canada. Il y avait 2 scènes où ma comédienne devait montrer qu'elle a eu des relations amoureuses avec quelqu'un. Puis dans sa tête, puis avec ses codes culturels, le simple fait qu'elle partageait un lit avec quelqu'un, ça indiquait qu'ils ont fait l'amour. Puis le reste de nous, on disait, on ne sait pas si c'est assez ça, qu'il y a plein de circonstances où ce que tu pourrais, et que c'est pas pour ça que tu partages. Donc, on a permis de se parler puis de se discuter, qui veut dire que moi aussi, comme metteur en scène, je me suis dit, oh wow, il va actually avoir peut-être 1/3 de ma foule qui sont à leur première année au Canada, qui partagent pas tout le bagage Hollywood que nous autres, on a. Donc, comment est-ce qu'on leur permet de rentrer? Donc, encore, ça revient à comment est-ce que tu dresses la table pour que les gens se sentent non seulement d'être assis à la table, mais de rentrer en discussion et partager ce qu'ils et elles emportent à la table. Et ça, c'est un travail qu'on a tous à faire. Et qui est en cours, petit à petit. Est-ce que, Widgis ou Charlie, il nous reste 1 ou 2 minutes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter par rapport à cette notion de responsabilité? Et moi, je pourrais dire responsabilité jusqu'à un certain point. Pour moi, c'est vraiment important qu'on en parle, que des gens soient au devant de la scène pour en parler. Je me sens la responsabilité, entre autres, de toujours encourager d'autres personnes à faire le pas également, à aller au devant de la scène. Et le plus possible qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, pour moi, c'est plus important. Alors, pour moi, c'est ma plus grande responsabilité. Oui, on a tous besoin de prendre une certaine place, de montrer nos différences, notre diversité, qui on est. Et puis, que ça passe par moi, que ça passe par d'autres personnes, le plus important, c'est que ça passe. Exactement. Charlie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en mot de la fin? Ce que disent tes collègues ici présents résonne pour toi? Vraiment, je pense que mes collègues ont tout déjà dit. Moi, je l'ai jamais vu comme une responsabilité pour moi de faire des choses comme ça. Pour moi, c'est juste comme un support ou une aide pour une personne. Pour, oui, effectivement, comme Eric a dit, de mettre les bonnes conditions et pouvoir permettre, en fait, les discussions de commencer et de permettre le droit de parole aux autres pour qu'ils puissent le faire. Parce que moi, je ne connais pas leur histoire. C'est pas à moi de parler de leur histoire, c'est à eux de le faire. Mais des fois, ils ont juste un peu plus de soutien pour le faire. Et quand ils sont prêts, et quand ils en parlent, c'est ça la beauté. Il y a tellement de choses qui sortent. C'est extraordinaire à voir. Merci. Merci Charlie. Et merci vraiment à vous 4, à vous tous d'être venus aujourd'hui en virtuel malheureusement, mais la prochaine fois, je suis sûre que ce sera autour d'un café. Merci d'être venus raconter vos histoires, votre histoire et d'avoir partagé vos points de vue. Je ne reviens pas que ce soit déjà à la fin, ça a été très riche,
fascinant. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à poser des questions quand même. Peut-être que nos invités vont rester avec nous dans le coin et vont pouvoir y répondre dans la section des commentaires ou à nous écrire si vous voulez leur poser des questions supplémentaires. Merci énormément. Restez avec nous. Dans 15 minutes, on va avoir une nouvelle table ronde axée sur la jeunesse. Merci encore d'avoir participé à notre table ronde aujourd'hui.